Bonjour à tous et bienvenue dans la Loge des Rencontres Inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment leur épanouissement personnel a permis de donner un nouveau tournant à l'exercice de leur profession. Je m'appelle Alexandra et je vous amène aujourd'hui à la rencontre d'une femme de 36 ans dont le parcours professionnel extrêmement diversifié témoigne, je pense, à la fois d'un besoin d'expérimentation, mais aussi d'un profond désir de suivre ce qui l'anime. Salut Clotilde. Bonjour. Toutes tes expériences professionnelles t'ont mené au métier que tu exerces actuellement, qui est celui d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Et par ailleurs, tu as une autre activité qui occupe une grande partie de ta vie, qui est celle de maman, puisque tu as une petite fille de bientôt 8 ans. Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours professionnel et de ce qui t'a mené aujourd'hui au métier d'auxiliaire vétérinaire? Pour commencer, on va parler un peu du coup de mon enfance. Parce que bon, c'est là que les rêves commencent. Mon rêve, c'était de devenir éleveuse de chèvres. À l'école, j'ai toujours eu des bons résultats, mais alors je me suis jamais sentie à l'aise en fait vraiment avec les autres. Les animaux, chez moi, c'était un peu mon refuge. Et c'est vrai que quand j'étais petite, voilà, je trouvais ça marrant en fait. Je pense que j'ai toujours aussi voulu aller vers des métiers que personne ne voulait faire. Donc du coup, je me suis orientée dans entre guillemets des métiers qui recrutent, des métiers où on peut travailler. Donc j'ai commencé j'ai fait un premier stage dans l'agriculture et c'était un peu difficile en fait parce que j'étais pas du milieu et j'étais complètement perdue. Donc je me suis dit bon bah c'était pas trop mon truc. Donc je me suis après orientée dans la bijouterie. J'étais assez créative. En fait, j'ai surtout besoin de faire les choses avec passion et aussi de faire des choses concrètes, des choses qui sont palpables. Voilà, donc j'ai fait une formation. Euh, c'est pareil, je me sentais toujours pas à ma place. J'ai trouvé comme ça un travail chez un traiteur. Et ça, par contre, c'est un métier qui m'a beaucoup apporté parce que j'étais en contact avec les gens. J'étais à cette époque aussi, voilà, pas très bien dans ma tête. J'ai trouvé ma place dans le travail, mais j'étais très très mal personnellement en fait. Faisais des dépressions, j'avais des médicaments chimiques, tout ça. J'étais épuisée, je savais que c'était pas ma place. Cependant, à 21 ans, je décide de bousculer un peu mon quotidien. Je quitte mon compagnon de l'époque avec qui j'étais depuis quelques années et je décide de réaliser mon rêve, de devenir éleveuse de chèvres. Voilà, j'ai un peu cette image, on va dire petite maison dans la prairie, ma vision de citadine. Donc j'ai fait une formation agricole et j'ai découvert le monde agricole moderne et donc j'ai appris encore énormément de choses. Je suis un peu tombée de haut, mais j'ai vraiment rencontré des gens super et puis je découvre l'élevage de petits ruminants, de chèvres. Je fais un voyage d'études en Limousin où je découvre l'élevage de brebis et là je me dis tiens ça c'est pas mal, ça me plaît beaucoup et je me sens bien voilà aussi dans une agriculture un petit peu plus expansive que de ce que j'avais pu apprendre à l'école. Donc je décide de poursuivre dans cette voie, dans l'élevage de moutons. Je me sentais plutôt à l'aise mais quand même avec beaucoup de choses à apprendre. Je rencontre donc à ce moment-là mon compagnon, passionné d'élevage ovin. Donc après quelques années, il décide de reprendre l'exploitation familiale. Et j'ai besoin de pouvoir finaliser la production, voilà, de développer de la vente directe. Et donc je suis devenue bouchère pour pouvoir
valoriser, même je dirais plus accompagner l'animal jusqu'au bout et être sûr que, je sais pas comment, Suivre la production un petit peu du début à la fin, quoi. C'était ce qui voilà, du début à t'intéressait. la fin, voilà, du pré à Hmm. l'assiette. Ça me plaisait beaucoup. J'avais l'impression vraiment de pouvoir en fait sublimer le travail qu'un éleveur peut faire sur son exploitation pendant plusieurs mois ou plusieurs années ou du moins même au quotidien. Voilà, quand on est éleveur, on y est jour et nuit. Donc Mm. c'est vrai qu'après, pas savoir ce que devient l'animal, quand on peut jusqu'au bout le valoriser et ça c'était super important Mhm. et j'adorais aussi voilà toujours cette idée d'être dans l'alimentaire, d'être dans quelque chose de d'essentiel. Voilà. Donc à 27 ans, j'obtiens mon CAP puis mon brevet professionnel de boucherie. J'étais très très fière parce que j'étais la seule fille à passer mon brevet professionnel, à avoir bien réussi et j'étais contente de pouvoir faire ce beau métier en étant une femme. Et malheureusement, j'ai commencé à avoir des problèmes au bras, à plus pouvoir tenir mon couteau, à plus pouvoir exercer mon travail en fait. Donc j'avais des grosses douleurs, c'était assez problématique. Bon bah je me suis dit je vais arrêter, voir ce que ça donne. Je trouve donc à ce moment-là un emploi de vendeuse plus proche de mon domicile et aussi pour me permettre de continuer à suivre des formations en parallèle pour rejoindre mon mari sur la ferme. Et nous rapprochons notre objectif de pouvoir avoir un projet commun sur la ferme. Et comme voilà, un bonheur n'arrive jamais seul, notre fille arrive à ce moment-là. Voilà, on a une petite fille qui arrive dans notre vie et là, les priorités changent. J'ai 29 ans, je suis mère et je me rends compte que ce problème de bras n'était pas seulement un problème professionnel, mais je me rends compte que je ne suis pas capable de porter ma fille plus de 5 minutes. Donc c'était très douloureux Mm. physiquement, mais surtout moralement, de pas être capable de pouvoir de tenir mon enfant sans avoir des douleurs difficilement supportables. Donc j'ai dû remettre bon bah à ce moment-là ma vie personnelle, bien sûr, ma vie de mère a été plus importante. Mon mari, de toute façon, a toujours été là pour m'aider et ça s'est quand même passé. Mais ma vie professionnelle, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Ça va être difficile de travailler sur une ferme. Et donc bon, je me suis décidée à faire un bilan de compétences, comme c'est très à la mode en plus. Suite surtout, bon bah une visite médicale où le médecine du travail donc m'a dit ben Madame, vous êtes inapte pour votre travail actuel, donc vous ne pouvez plus l'exercer. Et donc j'ai commencé un bilan de compétences où bien sûr bah on m'a dit que il fallait faire le deuil de ma vie professionnelle antérieure, chose très difficile parce que j'étais quand même assez fière de mon parcours et on m'a dit de faire des stages, donc j'ai essayé des stages dans différents domaines, etc. Et donc je me suis retrouvée en stage dans un cabinet vétérinaire à côté de chez moi et en fait j'ai un peu retrouvé ce qui a été très important. Voilà, retrouver ces contacts humains, le contact animal. J'ai continué encore voilà quelques mois. J'ai trouvé l'opportunité de faire des remplacements dans d'autres cabinets vétérinaires où j'ai appris, où j'ai aussi mis sous silence mon handicap. J'ai un peu serré les dents. Après voilà, j'ai ce cabinet vétérinaire m'a rappelé pour me proposer une formation, chose inespérée. Je me reverrai toujours. J'étais sur la route, je me suis arrêtée. Je me rappellerai toujours de l'endroit où je me suis arrêtée et voilà, la vétérinaire m'a annoncé qu'elle aimerait que je fasse une formation pour devenir assistante vétérinaire. Voilà, donc c'était à côté de chez moi.
ça pouvait se faire à temps partiel, donc je pouvais continuer à être une mère sans avoir mal au bras ou modérément. Là, je me suis dit vraiment, voilà, C'était l'occasion rêvée. voilà, une bonne Mm. étoile, quoi. C'était vraiment, voilà. Tout ce que j'avais appris avant, ça m'a servi tant avec les gens, avec les animaux. J'ai aussi, voilà, appris à m'adapter, à écouter, observer et voilà. D'accord. Et est-ce que tu pourrais un peu du coup nous parler maintenant de ton évolution personnelle? Donc qu'est-ce qui a déclenché un petit peu ton évolution? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit non mais il faut que ça change quoi? Alors, il faut que ça change. Je me le suis dit très souvent. J'ai pas envie de subir ma vie, en fait. Je pense que le plus important dans sa vie, c'est de faire des choix, de faire des rencontres. Rien n'est anodin, en fait. Quand on ressent les choses et qu'on s'écoute, on est aussi, je pense, à l'écoute des autres. Il faut d'abord apprendre à se connaître, essayer de faire des choix. Quand j'étais enfant, j'étais en souffrance, je savais pas pourquoi et je pensais pas avoir de choix. Et dès que j'ai commencé dans ma vie d'adulte à faire des choix, je me suis sentie exister et je pense que faire des choix et s'écouter. Alors bien sûr, on se trompe, hein. On peut se tromper, mais en fait, même quand on se trompe, on apprend du coup ce qui nous convient, ce qui nous convient moins, Mm. et on apprend beaucoup sur soi. Et bien sûr, des fois, ça n'a pas été facile, moi aussi, et des fois, voilà, j'ai dû quitter des gens que j'aimais, abandonner des choses qui me tenaient à cœur, recommencer. Ça peut être épuisant, mais en fait, on grandit toujours et on en sort toujours plus fort et plus conscient, en fait. Avoir Mhm. conscience des choix qu'on fait et il faut essayer aussi. La vie est tellement de choses à faire que c'est important aussi d'essayer. Quand on est à l'écoute des autres et qu'on sent qu'on peut les aider dans leur vie, on se sent un peu plus exister. Et du coup, comment est arrivée la spiritualité dans ta vie et qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vision de toi-même, dans ton rapport aux autres? En fait, bon, je vais parler des certains moments de spiritualité qui m'ont un peu porté. Dans mes années justement où je travaillais chez le traiteur, je me suis retrouvée seule à Noël. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, j'ai beaucoup travaillé, je vais être fatiguée, je vais pas avoir le temps de retrouver ma famille, je vais passer Noël seule. Donc je me suis retrouvée chez moi après plusieurs grosses journées de travail et en me disant, bah, je vais profiter maintenant, je suis bien, je suis là, je suis seule, j'aime bien être seule, ça tombe bien. Et en fait, là, je me suis rendu compte que la solitude dans ces moments-là, enfin, la solitude un soir de Noël, par exemple, je pense que c'était un des moments de ma vie qui a été le plus dur. J'habitais en ville. Je me suis mise au balcon et là, j'ai vu les lumières dans les immeubles, tous les gens qui étaient ensemble à l'intérieur, au chaud, qui devaient manger, qui devaient se parler, qui devaient... Et là, j'ai senti terriblement seule. Et j'ai entendu les cloches, en fait, de, de la messe de Noël. Et on va dire que ma famille m'avait élevée dans la foi. Mhm. Mais cette foi était pour moi très lointaine, un peu imposée. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis laissée porter. Je suis rentrée dans cette église. Il y avait du monde autour de moi et en fait, je me suis sentie en famille, comme en fait jamais je l'avais été. Et ce soir-là de Noël, j'étais en famille, je crois, peut-être pour la première fois de ma vie. Je me rappelle aussi, ça c'est un grand regret, mais ce monsieur aussi m'a beaucoup apporté, c'est que dans cette soirée-là, avant cet instant-là, en fait, il y a un monsieur qui était venu au magasin où je travaillais. Un monsieur qui était, je pense, sans domicile fixe, qui était en fauteuil, qui avait toutes ses affaires sur son fauteuil. Et il est venu, il est rentré dans ce magasin et il a dit, bah, ce soir c'est Noël, alors je vais me faire plaisir. Bon, il a pris quelque chose à manger pour se faire son petit réveillon et en fait, il avait plein de branches de gui et il m'a tout offert.
il m'a tout offert et après il était content que je lui sourie. Et puis il était heureux en fait. Je sais pas si c'était un signe ou autre. Je m'en suis voulu de pas lui avoir dit de passer le réveillon avec moi, mais j'ai pas osé. J'étais jeune et tout. Bon. Mais je pense qu'il faut être sensible aussi dans la vie. Il y a des instants comme ça où on prend conscience de pas mal de choses, mais des fois en une fraction de seconde. Et il faut essayer d'être oui en pleine conscience à ce moment-là de la chance qu'on a et aussi des gens qui nous entourent, ce qu'ils peuvent nous apporter. On trouve un peu plus de lumière au fond de soi. Enfin, c'est important de s'accorder des moments où on est parfaitement avec les autres. Enfin, on le voit aussi aujourd'hui de plus en plus avec les téléphones, les ordinateurs, où on est assez absorbé. Souvent, c'est important de tout laisser, de ne pas s'en préoccuper. Alors, un exemple, quand nous sommes avec les animaux. Un animal, il y a un regard, il y a une chaleur, il y a un toucher, il y a des choses, voilà, qui se passent. Ça, c'est l'être humain a tendance à oublier toutes ces choses-là, en fait. Et quand on est au contact des animaux au quotidien, que ça soit pour les soigner ou même juste être avec eux, en fait, je pense que l'animal est hyper important pour ça dans la vie actuelle, c'est qu'il nous ramène à la véritable essence du monde. Qu'on est là, on a besoin de tendresse, de regard, de présence. On a besoin de manger aussi. On a besoin enfin voilà, les choses essentielles. J'ai beaucoup de mal à m'endormir si j'ai pas un chat près de moi ou voilà. Bon, après on peut aussi avoir un mari près de soi quand on s'endort, c'est pareil. Voilà, il y a une, je veux dire, on a la chaleur, la respiration, ces choses-là, on le sent à des moments aussi très particuliers en tant qu'assistante vétérinaire. Il y a cet instant de particulier pour les animaux qui est la mort. On peut être amené dans notre métier à accompagner les animaux voilà, au moment difficile qu'est la mort, soit s'il y a une maladie ou une euthanasie, enfin voilà, on assiste à la mort. Et c'est vrai que quand on est là, présent à ce moment-là, on se rend compte voilà ce que c'est que la pleine conscience en fait. On voit la vie, la respiration, le regard, la chaleur. On voit tout ça sous nos yeux. On peut le sentir, voilà, on le ressent. Et cet instant-là où on sent que la vie s'échappe, c'est vrai que moi c'est des instants qui me font prendre conscience que c'est qu'être là, ce qu'être présent et je peux difficilement penser que tout s'arrête à ce moment-là. On ressent que les choses n'existent plus de façon palpable. On sent le regard qui part, on sent la respiration qui s'arrête, mais il reste quand même une présence, il reste quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui est encore plus fort que la vie. La vie, on la ressent aussi. Je suis aussi éleveuse de brebis. J'assiste à la naissance aussi. C'est les instants comme ça, que ça soit le passage, la naissance ou la mort. Il y a quelque chose de particulier et ces choses-là, moi, c'est des choses qui me nourrissent l'âme en fait. On n'est pas seul. C'est du ressenti quoi. C'est difficilement explicable. La pleine conscience, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas Je dirais que la pleine conscience, c'est cueillir chaque instant que la vie fait. Essayer d'accueillir chaque petite chose, soit une parole, soit un instant, un paysage, une lumière, sans que ça soit forcément un paysage magnifique, mais un instant où d'un coup, je pense, on sent son cœur ou même son âme s'élever en fait. Et est-ce que cette pleine conscience-là, ça t'aide avec... Enfin, ça t'a aidé dans tes différents métiers. Est-ce que ça t'aide aujourd'hui
Alors au-delà des animaux parce que enfin, tu nous expliques qu'effectivement c'est quelque chose de très nourrissant en fait de vivre la pleine conscience même, face à la mort. Mais est-ce que face aux clients par exemple, est-ce que face à ton équipe, c'est ça t'aide, aussi d'avoir cette, vision-là en fait de toujours, prendre conscience de l'instant présent? Oui, le fait de savoir, observer, un peu ressentir, ne serait-ce des fois que l'annonce d'une maladie ou il y a des gens qui ont besoin d'être là, il y en a d'autres qui ne supportent pas. Toutes ces réactions, enfin, il faut les accepter et essayer de faire en sorte que les choses soient vécues le mieux possible. Moi, je sais que si ma présence n'est pas nécessaire aussi, c'est important, enfin voilà, d'être conscient du moment où justement on doit être là, ou l'instant où on doit se mettre en retrait et avec les autres c'est pareil, voilà. J'aime me sentir utile, mais il faut justement pour sentir ça, il faut aussi être capable de d'être là ou de s'effacer ou de De ressentir ce dont l'autre a réellement besoin et pas voilà. Et après, est-ce qu'on y arrive toujours? Je ne sais pas, mais en fait, j'essaye oui, de voir les choses comme ça. Alors, est-ce que ça fait partie de la pleine conscience ou pas? D'essayer aussi voilà, de doser, les choses, enfin, c'est vrai que même avec les animaux, les choses, un animal qui est très stressé peut être aussi très stressé par notre présence parce qu'il n'est pas habitué. On ne peut pas s'imposer non plus. Enfin, euh, c'est vrai qu'avec les animaux, ils nous font ressentir ou s'ils se sentent pas bien, voilà, il y a des signes. Après, des fois, pour les êtres humains, c'est soit plus subtil, soit plus violent, on sait pas, mais c'est voilà, c'est toujours un peu voilà du ressenti. Mais donc en fait, ce que ton évolution personnelle, d'après ce que je comprends, ce que ça a, changé par rapport aux autres, c'est que tu apprends à mieux les ressentir pour essayer de leur apporter un peu, ce dont ils ont besoin au moment où ils sont là avec toi, quoi. voilà, oui, oui. Et ça, c'est vrai que pour y arriver aussi, c'est important aussi d'être accompagné. C'est, je pense, assez difficile de le faire tout seul. OK. Et tu m'avais raconté aussi l'histoire de l'arrivée de ta fille et que Ouais, quand elle était venue au monde, tu avais passé, toute la nuit, éveillée à la ouais, regarder et que tu et quand le soleil s'était levé, tu avais l'impression de redécouvrir un peu le monde. oui. Ma fille, elle est née en soirée et la nuit qui a suivi, je pense que j'ai quand même dormi un petit peu, mais j'ai eu l'impression d'être éveillée ou en tout cas à chaque fois que j'ouvrais les yeux, je l'admirais et quand au petit matin, la nuit est passée mais super vite, mais au petit matin quand le soleil s'est levé, c'était, enfin c'était tellement fort quoi et voilà ma vie à cet instant n'avait plus la même saveur quoi et bon la naissance d'un enfant c'est sûr que ça change beaucoup de choses dans la vie ça change sa place sa relation aussi au monde mais depuis toujours en fait enfin oui j'avais pas forcément le besoin de devenir mère avec mon mari ça se passait très très bien et en fait on est quand même très absorbé par la vie de la ferme, par le quotidien du travail. Et un jour, mon mari m'appelle, il faisait le tour des bêtes et puis il me dit viens voir vraiment, rejoins-moi dans tel pré, quelque chose, viens voir. Donc, moi, je viens, il n'était pas très loin, j'y vais. Et là, ensemble, on se retrouve, oui, devant une dizaine de cigognes qui volaient au-dessus de nos têtes, quoi. Et là, on a trouvé ça magnifique, quoi. Et les cigognes sont restées plusieurs dizaines de minutes, elles se sont posées dans la cour, la ferme, etc. On était tous les deux. Et là, bien sûr, ben, on s'est regardé et puis bon, on s'est dit quand même, c'est des cigognes. Ben, ça se
passe bien entre C'est un nous quand signe. même. Et là, on s'est dit, c'est un signe qu'il faut savoir recevoir. Et c'est vrai que on s'était pas tellement posé la question avant et que bon du coup les choses se sont faites ainsi et peut-être les cigognes, on n'aurait jamais trouvé le moment, enfin trouvé ou ressenti le moment où voilà. Et mais aussi c'est pareil, enfin on a un enfant, il est aussi, je pense, nécessaire quand on a un enfant de ne pas faire un enfant pour soi, mais de faire un enfant pour, je veux dire pas pour le monde, pour le. Moi, ma fille, je lui explique qu'un jour, voilà, elle éprouvera le besoin. Bon, alors, à l'instant, elle a 7 ans. Elle est un peu jeune, elle est encore très attachée à ses parents, mais je lui dis, tu sais, dans la vie, tu grandiras et tu auras tes propres envies et la liberté d'exister aussi par ses choix, par voilà, le fait Mhm. d'apprendre des choses par l'école, du travail ou des relations aux autres, c'est important quand on est parent d'accompagner en fait, de pas étouffer. Hmm. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que toi, tu parles plutôt d'accompagner son enfant. Et c'est vrai que, alors peut-être plus dans les générations passées, mais on avait plus cette vision-là du parent qui avait un peu tout droit sur son enfant. C'est-à-dire, c'est mon enfant, j'en fais ce que je veux. Et on avait beaucoup tendance à émettre nos projections sur les enfants. C'est-à-dire, on voulait qu'ils soient comme ci, comme ça, et ça pouvait faire peur qu'ils soient pas comme on voulait. Alors que toi, tu prends vraiment ton enfant comme une personne à part entière, qui va être complètement unique et qui va faire le chemin qu'elle a envie de faire. Et je trouve cette vision de la parentalité vraiment très intéressante parce que ça montre aussi un certain travail sur soi parce que c'est Oui, dur. En réalité, c'est dur de ne pas avoir de projection sur son enfant, je pense. ouais. Après, en tant que parent, je pense qu'on peut pas s'empêcher d'en avoir, mais moi, euh, j'ai vu aussi dans mon entourage les dégâts que peuvent avoir trop de projections. Trop de projections ou pas de projection aussi d'ailleurs. Moi, je dis régulièrement à ma fille, le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Parce que des fois, elle dit, oh, mais si je fais ça, et je lui dis, mais faut que, si ça te rend heureuse, si ça te rend heureuse, il n'y a pas de mal. Après, les parents sont là pour expliquer les choses qui peuvent être dangereuses, qui peuvent mettre son enfant en danger. Mais après, voilà, j'essaye de lui faire comprendre qu'elle a aussi ses propres choix et que voilà, on est là pour l'accompagner, pour lui expliquer. C'est pareil pour l'école. Je lui dis, voilà, nous, même en tant que parents, on ne sait pas tout. Mm. On le voit pour beaucoup de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne peut dire je sais tout. On ne sait pas tout. On peut penser une chose, mais toi, tu pourras penser autrement. Après, je pense que c'est difficile de pas du tout projeter, mais enfin, essayer de lui proposer, essayer de lui faire comprendre qu'elle a le choix. Dans la vie, qu'elle a le choix, voilà, on a toujours le choix. Pas toujours au moment du repas, parce qu'on peut pas préparer des choses différentes. Mais bon, on verra au repas suivant. Mais, mais bon, il y a quand même des fois, c'est pas possible. Mais ça, c'est pas grave. Mais non, mais après, je pense que faire des choix et avoir conscience des conséquences que ça peut avoir aussi, parce que ça, c'est important. Et des règles aussi pour vivre avec les autres. Je sais pas après comment ça se fait assez naturellement, Et tu penses que du coup, cette façon d'éduquer ton enfant, ça lui... Enfin, quand tu l'as vu grandir, qu'est-ce que tu penses que ça lui a apporté, par exemple, si tu comparais l'évolution de ton enfant par rapport à un enfant, par exemple à des amis de ton enfant, je ne sais pas, mais qui n'ont pas eu la même parentalité, tu vois. Qu'est-ce que tu penses que ça change chez ta fille d'avoir Alors, cette vision-là? je rebondirai en disant que bon, j'ai fait du travail sur moi et je m'efforce
d'expliquer à ma propre mère que il est important de ne pas comparer. Enfin, moi, je vois dans ma famille, j'ai des sœurs. On est arrivées toutes à des moments différents. On n'a pas vécu la famille, même si on est dans la même famille. On n'a pas du tout vécu la famille de la même façon parce que les choses ne sont pas arrivées au même âge. L'enfant se construit aussi et psychiquement et enfin, il y a des âges où voilà les impacts ne sont pas les mêmes. Je pense sincèrement que mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire de mieux. On a conscience qu'on n'a pas conscience, même je l'explique à ma fille des fois aussi. Quand on est parent, on fait pour le mieux, mais on ne sait pas tout et le mieux n'est pas des fois on n'est pas parfait. Et ça, c'est important aussi de se le dire quand on est parent, on n'est pas parfait. Après, par rapport à mon ressenti de moi quand j'étais petite fille, mais c'est pareil, c'est un ressenti du passé. Donc, il y a des choses qu'on transforme aussi, qu'on aggrave ou qu'on sublime. Et le travail sur soi aussi, je pense, ça a aussi c'était aussi un peu un cheval de bataille de se dire si j'ai un enfant, il y a des choses que je ne veux pas transmettre ou transférer ou voilà. Moi, c'est mon histoire. Après, indirectement, hein, quand on lit des livres ou quand on fait une psychanalyse, des choses comme ça, on sait qu'il y a bien des choses qui se transfèrent. Mais je pense que plus on travaille sur soi, plus on accepte ses choix, qu'ils soient bons ou mauvais, plus on accepte ses choix, plus on apprend de ses choix et plus on peut avancer et aider les autres à avancer aussi, que ça soit son enfant, que ça soit son mari, que ça soit des personnes, même des fois qu'on connaît pas beaucoup, qu'on connaît peu, mais voilà, le fait de leur laisser le choix ou de leur laisser prendre conscience qu'ils puissent s'écouter eux, décision dans le cadre du travail de se dire que les personnes ont le choix de demander l'euthanasie pour leur animal, et c'est des choses qui sont faites en lien avec le vétérinaire, mais il faut que les gens ils le ressentent, faut qu'ils le fassent de façon consciente, enfin le plus consciente possible, pour le vivre du mieux possible. Enfin après je sais pas, dans la vie c'est une histoire de choix et de l'acceptation de ses choix. Alors il y a des choix qu'on fait pas, peut-être on se dit on ferait mieux de faire autre chose, mais bon. Mais ouais, un enfant en devenir, c'est important de lui présenter les choix. Tout à fait. Donc on va se rapprocher petit à petit de la fin de ce podcast. Alors est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à ceux qui nous écoutent? Comment dire? Et pour apprécier la vie, je pense qu'il faudrait faut apprendre à ressentir chaque instant, chaque individu et ouvrir grand ses yeux, son cœur et son âme pour pouvoir accueillir tout ça. Et après, on peut que faire des choses super bien, quoi. C'est obligé. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi. J'espère que ton témoignage donnera l'envie aux personnes qui nous écoutent d'apprendre à profiter de chaque moment et d'apprendre à ressentir aussi. Merci à toi. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspirée. Si vous souhaitez suivre l'actualité de ce podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant LLDRI-podcast ou sur la page Facebook La Loge des Rencontres Inspirées. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, me donner vos retours ou vos suggestions. Je me ferai un réel plaisir de vous lire. En attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.